Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Auteurs d'Impact, le podcast où je rencontre des auteurs et autrices qui ont choisi de transmettre, élever et de créer un impact. Aujourd'hui, je reçois une autrice qui porte un message profondément fort et inspirant. À travers son livre De la survie à la vie, elle nous plonge dans un parcours de transformation où les épreuves ne sont plus seulement des moments à traverser, mais deviennent le point de départ d'une véritable mission de vie. Bienvenue Cassandra. Merci beaucoup. J'espère que ma présentation de ton livre était bien. Oui, c'est super, merci. Bon, bah, nickel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter ? Dis-nous qui est Cassandra Anaïs. Oui. Du coup, mon nom d'autrice, c'est Anaïs. Et je m'appelle Cassandra. Donc, j'ai choisi un nom qui permet de montrer le chemin, parce que le C de Cassandra et Anaïs, en fait, c'est mon troisième prénom. Et dedans, il y a le Anne de Anna. Voilà, donc ça a été choisi. Qui je suis, je vais dire une personne comme tout le monde. J'ai grandi dans la cité et au fur et à mesure, j'ai essayé d'aller sur du collectif, de faire des études et d'amener un peu de qui je suis pour les autres. Okay. Écoute, très bien. Écoute, si tu es là aujourd'hui, c'est plutôt pour parler justement de ton livre. Mais est-ce que justement, avant cela, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, peut-être revenir peut-être avant ton parcours scolaire, justement avant ton premier emploi ou ton emploi, pour qu'on sache un petit peu ce que tu as fait comme parcours scolaire. Alors, pour partir du démarrage, moi j'ai grandi, quand je dis la cité, c'est parce que souvent on l'imagine d'un côté très négatif et pas du tout. J'ai eu la chance de grandir dans un milieu avec différentes cultures, avec énormément d'entraide, avec toujours cette mission portée vers les autres, pour les autres, donc grandi dans le milieu associatif. Forcément, j'ai fait des études en lien avec le social, donc un BEP, Bac Pro, accompagnement, soins, service à la personne. Ensuite, je me suis dirigée sur des études par correspondance, parce qu'il y a quand même eu des histoires de famille un peu compliquées. Donc, je voulais absolument pas arrêter l'école. Donc, j'ai fait le choix de continuer par correspondance. Donc, j'ai travaillé en même temps. J'ai commencé en étant auxiliaire de vie, puis après, j'ai eu d'autres postes auprès des enfants en situation de handicap, des personnes âgées. Et après, j'ai fait un BTS, un bachelor, un certificat et puis d'autres formations qui m'ont amenée après sur des postes d'encadrement. Toujours dans le médico-social. D'accord, ok. Très intéressant. C'est vrai que le social, c'est un très beau secteur, mais il y en a beaucoup qui l'évitent parce que souvent, il se passe pas mal de choses dans ce milieu-là, mais on le verra après. Ok, écoute, tu as écrit « De la survie à la vie ». Oui. Un très beau titre qui est très parlant. Vraiment, moi, quand j'ai reçu ton livre de la survie à la vie, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle va nous dire, Cassandra ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce qui t'a amené justement à écrire ce livre avant qu'on rentre dans les détails ? 2 mots, je dirais les blessures et de vivre. Enfin voilà, c'est vraiment 2 mots qui sont importants. Les blessures, parce qu'en fait, on pourrait se dire que cette histoire est dramatique. Et en fait, cette blessure est finalement un cadeau qui m'a amenée sur vivre et sortir de ce mode de survie, justement. D'accord. Et du coup, en fait, dans ton livre, justement, tu nous parles vraiment sur une grosse partie, en tout cas, du début du livre, tu nous parles sur ta période, justement, dans ton travail, la surcharge, les regards, autres, vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, réellement, ça a commencé ? Alors, il y a toujours eu une différence pour les autres, une différence que moi, je n'ai pas sentie au début. Je me sentais normale. Et en fait, j'ai dû m'adapter. On va dire, ma mission, quand j'étais enfant, a été de réparer. Et j'ai toujours été tournée vers les autres. Et j'ai développé, on va dire, des mécanismes qui me permettent de comprendre les besoins avant qu'ils soient dits. Et du coup, j'avais cette intuition qui était très innée pour moi,
mais qui paraissait anormal dans le milieu professionnel. Et à un moment donné, dans le livre, je dis que j'ai dû apprendre des codes que je ne connaissais pas. Ça m'a permis voilà, de m'adapter au monde du travail. Et je dirais qu'il n'y a pas eu un début sur le fait que je sois perçue différente. Ça a toujours été le cas. Donc, et on me le faisait ressentir en disant que j'allais trop vite, que en fait, d'un côté, j'étais trop et des fois, j'étais pas assez. Tu le répètes beaucoup dans c'est ça. Ouais, dans le livre. C'est énormément d'incompréhension et encore aujourd'hui, puisque je sais que je peux paraître différente, mais que moi, j'ai toujours pas forcément compris pourquoi. Donc, c'est un peu mon questionnement quotidien, quoi. C'est très intéressant, là, ce que tu dis sur la différence, justement. Dans la différence, enfin, cette différence dans la société, mais là, vraiment, dans le milieu professionnel. Et justement, toi... Bon, là, je parle parce que les autres n'ont pas lu, mais en tout cas, ces différences, toi, tu l'as acceptée. Et tu t'es dit, malgré que je suis différente, je vais continuer. C'est pas parce que voilà, je travaille trop vite, que je vais aller à leur rythme. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait tenir en disant, ma différence, je suis moi en fait, je reste moi. Qu'est-ce qui t'a fait tenir et qu'est-ce qui t'a fait... Ce qui m'a fait tenir dans ce milieu et pourquoi j'y suis encore, c'est parce que moi, ça m'a littéralement sauvée. En fait, les gens autour de moi m'ont aidée à avancer. J'ai pas pu me construire au sein de ma famille, où j'ai été du coup rejetée pour d'autres raisons. Et en fait, le fait d'avoir trouvé des personnes ressources dans le milieu associatif ou aussi à l'école, c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup d'histoires qui se passent mal à l'école pour le coup. Au lycée, j'ai eu des super professeurs qui m'ont beaucoup soutenue. Et je me voyais pas faire autre chose. Je me suis dit, en fait, moi, ça m'a permis de devenir la personne que je suis. Pourtant, j'étais vouée à finir peut-être dans la rue, ne pas à pouvoir faire d'études. J'ai dû faire des choix qui ont été difficiles. Et justement, ça m'a poussée, le fait de rencontrer des gens, de me dire, non, il faut continuer. Et c'est vraiment là où je me sens bien et là où j'ai envie d'avoir un impact. Là où tu veux être, justement. Oui. Parlons d'impact. Ce mot, vraiment. Tu es dans hauteur d'impact, vraiment. Et justement, donc, parlons d'impact. Donc, tu t'es dit, toi, tu veux avoir un impact, déjà pour toi, je pense, et pour les autres, ceux qui t'entourent. Est-ce que là, aujourd'hui, tu te dis que cet impact-là a touché, a fonctionné ? Alors, je pense qu'on veut toujours plus. C'est vrai. J'aimerais que tout le monde se sente accepté, compris. Donc, je pense que l'impact ne sera jamais assez suffisant. Enfin, on le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, toute la méchanceté qui est faite parce que les gens ne se comprennent pas. Donc, on a toujours envie de plus. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai pu toucher des personnes à mon niveau, qu'au quotidien, je suis quand même engagée, que ça soit dans la politique de ma ville, que ça soit au travail, dans des associations aussi de parents d'élèves parce que je suis maman. Donc, dans mon quotidien, j'essaie d'amener en tout cas mes valeurs un peu partout et de me dire, c'est un peu comme des plantes. On met une graine et puis au fur et à mesure, ça pousse et les autres aussi, après, vont pouvoir transmettre ces valeurs au final. Ok. Revenons justement, est-ce que tu peux nous dire juste quel a été en fait pour toi le moment le plus marquant ? Est-ce que c'était le moment où justement tu t'es retrouvée à l'hôpital, où tu ne savais même pas comment... Je sais, c'est un peu compliqué à retourner pour toi, d'y repenser. Non, pas du tout, ça va. Mais quel était vraiment le moment le plus marquant à ce moment-là en fait ? Le moment le plus marquant, alors ça peut paraître peut-être étrange, mais ça a été quand j'ai pris conscience qu'en fait, le jour où j'ai eu, où je suis passée, on va dire, à l'acte, en fait, moi qui pense tout le temps aux autres, où j'ai toujours fait passer les autres avant moi, qui n'est pas forcément quelque chose de positif à l'extrême. Au final, sur ce moment-là, j'ai pris la route dans un état totalement second, et en fait, j'aurais pu blesser une mère, un grand-père, une sœur, et ça a été cette prise de conscience qui a été la plus difficile en fait pour moi. Pas forcément tout ce vécu qui effectivement a aussi été compliqué, mais ça a été vraiment de me dire que dans ma souffrance, j'aurais pu emmener quelqu'un avec moi en fait. D'accord, je comprends. Et aujourd'hui, en plus, on le voit, enfin, t'es pas la seule dans ce cas-là, en tout cas qui est passée par là. C'est vraiment un passage, je dirais, compliqué, mais toi, tu as réussi justement à sortir de là. Donc, comme tu le dis, de la survie à la vie, aujourd'hui, tu vis.
tu l'as dit, t'es maman d'un enfant seulement, du coup? Oui, une Ok. petite fille. C'est arrivé après, justement, ou c'était pendant, je sais plus. En fait, je suis maman, elle a 4 ans et demi. Donc D'accord. voilà. Mais Ok. du coup, j'étais même avec elle dans un mode de survie où pour moi, il fallait tout le temps avancer, avancer. Et, pas le temps pour les plaisirs de la vie, de se reposer. Donc c'est ce qui m'est arrivé au travail qui a eu un impact vraiment sur le fait de passer d'un mode de survie à justement à plutôt vivre. Ok. Et comment ta fille, justement, l'a vécu ce moment-là? Est-ce qu'elle l'a ressenti? Est-ce qu'elle a ressenti les douleurs de sa maman? C'est la seule qui a continué à me regarder avec autant d'émerveillement. Enfin, pour le coup, c'était magique et elle a été préservée de tout ça. Mhm. Comment? Je sais pas. Parce que forcément, elle m'a vue mal. Ouais. Elle a vu aussi mon entourage inquiet. Habituellement, je gérais tout. Mhm. Et en fait, j'ai pas perdu le sens. Enfin, je continue à m'occuper de la maison, d'elle. Mais je pense qu'elle sentait quand même que j'étais triste. Et elle a réussi, juste par sa joie de vivre, son innocence, à continuer à vivre, à avoir de la force peut-être un peu pour toutes les deux. Et moi, ça m'a aussi beaucoup aidée à voir qu'au final, la vie, c'était pas que le travail. Parce qu'à un moment donné, moi, le travail dans mon parcours de scolaire et de famille m'a quand même sorti en fait, de ce que j'ai pu vivre. Et au final, c'est là où c'est devenu un peu toxique à la fin. C'est que le travail a pris une place tellement importante que j'en suis arrivée dans des extrêmes. Tu le dis même, je crois, au départ, au début, je l'avais même surligné. Il y a des gens qui choisissent un métier. Moi, j'ai choisi un combat. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on souvent on pose la question aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, etc. Et on a toujours plein de métiers en fonction de quand on est enfant, on voit tout et rien. Et moi, ça a toujours été tourné vers les autres. Alors au début, c'était avocate, je voulais défendre absolument. Donc en fait, il y avait ce combat de faire de la justice à mon niveau, d'aider les personnes qui avaient des difficultés, qui étaient laissées de côté. Donc c'était pas juste un métier, pour moi, c'était vraiment une mission, c'était mon combat. Et j'étais prête à tout sacrifier pour les autres au final. Ok. Il y a un mot que j'aime bien, c'est vraiment mission, enfin, en tout cas mission de vie. Et t'en parles très très bien, vraiment aider les gens, aider les autres. Aujourd'hui, concrètement, toi, ta mission de vie, parce que bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui la jeunesse se dise ah mais moi je vis au jour le jour, tant pis, s'il m'arrive un truc, c'est pas mon problème, voilà. Mais toi, réellement, tu sais où est-ce que tu vas aller, tu sais qui tu es. Qu'est-ce que tu aimerais dire en fait à ces personnes justement aujourd'hui qui se posent encore des questions sur leur mission, où c'est pas vraiment clair? Déjà que c'est pas grave de se tromper et de changer de chemin et qu'il faut toujours garder ses valeurs. Et pour moi, les valeurs les plus importantes, c'est le collectif. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit qu'il faut beaucoup se recentrer sur soi, mais je pense vraiment qu'on grandit avec les autres, que ça nous apporte énormément sur la compréhension et qu'on a besoin de ce lien en fait, qui est constant, même si on n'en ressent pas forcément le besoin. Au final, on ne peut pas se construire seul. Et c'est vrai, on peut prendre l'exemple d'une personne qui va vivre en plein milieu de la forêt. À un moment donné, elle va finir par avoir besoin de soins, peut-être d'aide pour cultiver autre. Et ça montre en fait que le collectif, il a toujours pris le dessus. Même si on essaie de nous faire croire l'inverse et qu'on nous enferme un petit peu à penser au fait qu'il faut justement qu'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. Alors que si au final on s'intéresse aux autres, on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Exactement. Et ça me fait rebondir justement, je pensais encore aussi dans ton livre que j'ai surligné, mais j'en reviendrai après. Par rapport à ce que tu dis là, justement, est-ce qu'on ne dirait pas qu'aujourd'hui, c'est le système qui veut qu'on pense comme ça? Pourquoi je dis ça? Encore une fois, je me réfère... je ne suis pas sortie du système, je l'ai quitté de l'intérieur. Oui. Du coup, donc, tu n'es pas sortie du système, mais tu l'as quitté de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous expliquer encore une fois ce que tu as voulu dire? Oui. Je l'ai quitté de l'intérieur parce que j'ai pris conscience en fait de ce qui était demandé. Mais par contre, j'y suis toujours parce que je fais partie de la société. Ouais. Je suis toujours dans le médico-social. Donc en fait, j'y suis encore, mais avec une prise de conscience, on va dire, plus importante.
parce que moi aussi, j'ai fait partie d'entretenir de ce côté où on fait de l'humain, mais finalement, on n'y pense pas tant que ça, puisque derrière, il faut du résultat, il faut remplir des cases, il faut mettre les gens dans les cases aussi. Et en fait, j'ai pensé totalement différemment. Déjà parce que je ne m'y retrouvais pas. Quand on rentre chez soi et qu'on se dit finalement, on est peut-être un peu maltraitante, on ne vient pas dedans pour faire ça. Donc, je l'ai quitté, mais j'y suis quand même, mais avec ma façon d'être et moi, ce que j'ai envie d'amener. Et c'est pour ça que je me suis fait la promesse, s'il faut que j'essaie 50 endroits et que je trouve l'endroit où je vais être acceptée et l'endroit où je vais pouvoir travailler toujours en lien avec mes valeurs, avec ce que je suis, avec ce que j'ai envie d'amener, et s'il faut que je fasse 50 endroits, je le ferai, mais je finirai par trouver. Et je ne quitterai pas ce milieu parce que je ne me vois pas faire autre chose, tout simplement. Exactement, mais il faut avancer de toute façon avec les valeurs qu'on a et qu'on acquiert en fait dès le plus jeune âge par nos parents, enfin notre environnement. Après, bien évidemment, ça peut évoluer lorsqu'on grandit, mais effectivement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, pour ma part, je sais que je suis pareil que toi. Je ne suis pas sortie du système parce qu'effectivement, on l'est encore, mais je le quitte en fait peu à peu de l'intérieur. Parce que je vois ce qui se passe, je vois où est-ce qu'on veut nous emmener, mais ça ne matche pas en fait avec les valeurs que j'ai. Et c'est vraiment comme ça que je pense. Et je me dis que beaucoup aujourd'hui encore sont coincés, n'arrivent pas à le quitter. Est-ce que toi, tu aurais des clés justement pour le quitter de l'intérieur ? J'ai pas de clé magique. En revanche, je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de l'impact qu'on a, de ce qu'on accepte. Et après, on voit ce qu'on en fait. Souvent, on va dire oui, mais je peux pas dire parce que j'ai peur, parce que derrière, il y a une situation de famille à assumer. Et du coup, quand on prend conscience que même le silence va avoir un impact, en fait, on fait un choix. Et je pense beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à à avoir cette prise de conscience, de se dire je fais le choix. Et chaque choix a une conséquence. Le fait de ne pas parler, le fait de parler, le fait de bouger, d'oser faire autre chose. Et une fois qu'on prend conscience de notre responsabilité, pour moi, on peut avancer et là, faire vraiment un choix en pleine conscience. Très intéressant ce que tu dis. Très intéressant et je suis totalement alignée avec ça. Et effectivement, donc pour revenir aussi justement sur ton livre, c'est vrai qu'on n'a pas forcément mis un point d'honneur justement sur cette première partie. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé... que tu as eu ce moment de survie. Mais je pense que ce serait intéressant, en tout cas pour les personnes qui vont nous écouter, si tu peux revenir sur cette période-là, comment ça s'est passé et petit à petit, où est-ce que tu en es arrivé. Je pense que c'est vraiment important. Ok. Donc, travail dans le médico-social, une charge de travail assez importante. J'étais sur un poste de cadre, donc avec une équipe à accompagner au quotidien. Et c'est pas la charge de travail qui m'a fait, on va dire, sombrer, parce que j'avais l'habitude de gérer. Et j'ai envie de dire, mon cerveau, plus il y a de choses à faire, mieux il gère. Mais c'est quand ça a commencé à toucher à des valeurs profondes, où en fait, mon équipe a dit qu'elle n'était pas d'accord avec quelque chose à mettre en place et avait des bonnes raisons. Et en plus, l'équipe a fait ce qu'il fallait pour le dire en proposant d'autres choses, puisque je dis toujours que le but, c'est pas que de râler, c'est d'amener quelque chose, sinon on n'est pas pris au sérieux. Et ils ont essayé de faire les choses vraiment bien. Et en fait, ce n'est pas du tout passé par la direction. Et on m'a demandé de les punir, de les envoyer travailler sur d'autres sites qui étaient loin de chez eux, de les enfermer, enfin de fermer la porte pendant l'événement pour pas qu'ils soient mis à l'honneur, etc. Alors qu'à la base, ils font un travail super au quotidien. Ils se donnent à 100%. Et le fait de devoir les punir ou dans tous les cas ne pas le faire, mais que ça finirait par arriver, là, ça m'a fait perdre pied et j'ai pas su gérer en fait. Mais en fait, on t'a dit clairement, punis-les. Oui, on m'a dit... Parce que, je sais, c'était écrit, oui. Mais c'est vraiment une question que je voulais te poser. On t'a vraiment dit, punis-les. Oh oui, je me souviens, j'étais par téléphone, j'étais à Auchan en train de faire mes courses. Et c'était un jour où je ne travaillais pas et j'avais une responsable qui était très remontée par le mail reçu. Ouais. Et alors déjà, la réponse de ma direction au mail de l'équipe, ça a été « Je suis extrêmement déçue de vous ». Donc une réponse qui pour moi n'est pas forcément à la hauteur, puisque l'équipe a fait remonter une difficulté. Voilà. Et puis après, quand j'ai eu une autre personne à la direction, oui, non, ça ne va pas se passer comme ça.
on va les punir et on va, quitte à les envoyer sur d'autres sites ou à fermer la porte, à faire l'événement sans eux. Et je me suis tellement pas retrouvée dans ça. Et là, je me suis dit non, en fait, c'est pas possible. C'est pas toi. Et je me suis opposée à ça et j'ai quand même monté l'événement pour le coup toute seule. Et l'événement s'est super bien passé. Ça n'empêche quand même que moi, après, j'en ai payé quand même le prix fort. Le fait de m'être opposée, ça a été des convocations, ça a été une mise à l'écart. Donc, je ne l'ai pas forcément bien vécu. D'accord. Mais là, ce que tu dis, tu as justement respecté tes valeurs, en fait. Parce que tu aurais pu dire, OK, vous me dites ça, j'exécute. Mais en fait, tu t'es dit, non, moi, c'est pas moi, c'est pas Cassandra. Justement, tu as décidé d'aller à l'encontre de leurs décisions. OK, et du coup, voilà, est-ce que tu peux continuer, justement Après, avec ce qui s'est passé, ouais. Eh ben, je tenais. Et au début, donc j'ai eu plusieurs convocations, rien d'officiel, mais souvent des rendez-vous. Alors, je commençais à être à fleur de peau, je pleurais beaucoup, mais je continuais à tenir. Et vraiment, mes performances n'ont jamais été réduites. Mais je suis quand même partie voir le médecin en lui disant j'ai l'impression qu'il y a un problème, on me dit que je suis bizarre, que je suis autiste, parce que c'est le mot qui a été aussi utilisé. Enfin, il faut faire quelque chose, parce que je commence à avoir des difficultés. Le médecin me dit, bon, on va peut-être mettre un arrêt. Je n'étais pas prête à m'arrêter. Là. Je lui dis, ah non, moi, si je m'arrête... Cassandra, elle a fond dans le travail, donc... c'est ça. M'arrêtez pas, quoi. Non, moi, je travaille. C'était pas le moment. Ouais. Et on a commencé à parler des angoisses, donc de dire, faudrait peut-être aller consulter un psychologue. Je suis partie le faire. Un psychologue qui m'a beaucoup aidée. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, en fait, dans mon parcours. J'ai été super bien accompagnée. En 6 mois, j'ai pu me relever. C'est quand même rare dans ce genre de situation. Et c'est vraiment parce que j'ai été super bien entourée. Donc, je tiens quand même à le dire, c'est important. Ouais. Et donc, je suis partie consulter un psychologue. Et à côté de ça, le médecin m'avait donné des médicaments au cas où, pour les angoisses, en me disant, si un jour il y a besoin, vous pouvez prendre un cachet. Et en fait, j'avais toujours ces médicaments sur moi. Et un jour, au travail, donc j'étais pas... comment dire ça ? Remettre dans le contexte. En fait, le CSE avait demandé à prendre à un moment donné la parole pour expliquer ce qui se passait au niveau des conditions de travail. Ce que j'ai fait, donc en expliquant, en mettant des faits, toujours dans cette envie de construire avec des propositions. Et j'étais cadre. Ce mail aurait dû rester anonyme. C'était ce qui avait été demandé. Oui. Et un vendredi soir, je reçois un mail de ma directrice envoyé à toute la direction et tous les cadres intermédiaires, donc mes collègues, qui reprenaient des propos que j'avais pu dire, mais déformés. Donc j'avais la moitié d'une phrase, puis pas l'autre, et puis une autre phrase ajoutée qui ne venait pas de moi, puisque ça avait été une recherche, un peu une enquête de plusieurs professionnels. Et sur le moment, j'avais plus la capacité de réfléchir et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas pu noter ça, je suis une horrible personne. Enfin, et tu t'es remis en question, je t'ai dit. Ah oui, je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, je suis restée tout le week-end avec cette angoisse, parce que forcément, le mail a été envoyé le vendredi à 17h. Et le lundi, je travaillais pas. Le mardi, je vais pour aller au travail. Et là, je me dis, je peux pas supporter tout ça. C'est pas possible. Enfin, forcément, je vais être encore convoquée. Et je m'en sortais pas sur ces convocations. On me disait toujours, en fait, on fonctionnait à la carotte. C'était, oui, si tu rentres pas dans le cadre, on te donne pas le poste que tu veux. Parce que de base, j'étais intéressée par la qualité. Et j'ai pas supporté. J'avais ces médicaments. Je me suis dit, je vais en prendre un, ça va m'aider à avancer. Puis en fait, je les ai vus comme des bonbons. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4. Je peux même pas dire la dose. Et là, je sais pas comment je suis arrivée au travail. Alors pour le coup, j'étais détendue. Il n'y a pas de souci. Mais je suis arrivée, je me souviens, j'ai allumé mon ordinateur. Impossible de lire mes mails. Et là, j'ai vu des collègues arriver autour de moi et ça a été le trou noir. Et c'est ça, je me vois dans le lit à l'hôpital, dans la salle d'attente avec une collègue. Et là, je comprends qu'en fait, j'ai dépassé les limites, quoi. Cette collègue, d'ailleurs, qui t'a soutenue, qui a été là avec toi, t'en as pas mal parlé également. Et vraiment je pense que c'est une tragédie ce que tu as vécu. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées et qui continuent à passer par là et qui aujourd'hui n'osent même pas aller voir un psychologue. Mais toi, comme tu l'as dit, tu as été bien entourée. Et c'est ce qui t'a permis justement de pouvoir rester sur pied jusqu'à ce moment-là.
Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, peux-tu nous parler justement de cette collègue qui a été avec toi et qui justement t'a tenu la main, entre guillemets, qui t'a tenu la main, entre guillemets, et qui t'a permis justement de pouvoir passer cette épreuve-là, justement, de l'hôpital? En fait, ils étaient même plusieurs. Ils se sont. Alors, j'ai une collègue qui m'a accompagnée et j'ai pas du tout senti de jugement. Au contraire, ça a été vraiment hyper bienveillant. Elle est restée, elle a pris du temps sur son travail et je sais à quel point leur planning était chargé. Donc, la logique, ça aurait été on laisse de côté un peu l'humain et je vais faire mon travail et je rentre chez moi parce que pareil, une maman. Et au final, elle a été là, elle a attendu. On n'a même pas eu besoin de se parler. En fait, elle comprenait. Ensuite, j'ai été raccompagnée chez moi, puisque pareil, mon travail ne s'est pas préoccupé de savoir comment je rentrais. Et en fait, c'est mes collègues qui se sont organisés. Donc, pas mes collègues de la direction, mes collègues de terrain. Mon équipe, pour le coup, qui a tout géré, qui ont vu pour prendre ma voiture, me ramener. Et pourtant, le moment, pas du tout glamour. Enfin, je sortais de l'hôpital, j'étais somnolente, etc. Et en fait, je les ai sentis avec toute leur humanité, toute leur envie de me porter. Et ce qui m'embêtait, puisqu'au quotidien, je portais la charge de travail, j'étais là. Et là, en fait, les rôles se sont inversés. Et de base, ils auraient dû jamais organiser le retour d'une collègue qui aurait pu, au final, mal finir, quoi. Ouais, mal finir, ok, je comprends. Ok, écoute, moi, j'avais une question aussi. Mais justement, là, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, justement, tu es encore dans la même entreprise, tu es encore dans le même secteur, ça, on a compris. Est-ce que tu es dans la même entreprise là où tu étais avant? Et justement, si tu peux nous dire justement en quoi cette épreuve est devenue une force pour ce que tu es aujourd'hui. Oui, alors je ne suis pas dans la même entreprise, enfin association. J'ai été mise en inaptitude. Et d'ailleurs, ce mot que je trouve très fort, parce qu'au très final, fort, ouais, effectivement. c'est ça. Je trouve que c'est le système qui est inapte, qui n'a pas su s'adapter. Ce qui est quand même, on fait de l'humain, on est censé prendre en compte tout le monde. Et pourquoi ça a été une inaptitude? Alors pareil, j'ai rencontré un médecin du travail exceptionnel, encore une fois, qui a entendu la problématique. À la base, je voulais retourner. Moi, je me suis dit, mais je ne vais pas lâcher, je suis remis, je vais retourner. Elle m'a dit, mais jamais je vous laisserai retourner là-bas. Elle fait, la prochaine fois, c'est avec un cercueil qu'on vous retrouve. Donc, ça a été quand même des mots qui ont été forts. Et elle n'a pas lâché. Elle voulait absolument pas que j'y retourne. Donc, elle m'a laissé le temps, quand même 6 mois, de savoir ce que je voulais faire, si je voulais rester, pas rester dans ce milieu, faire d'autres études ou autres. Et finalement, elle a jugé que l'inaptitude, c'était mieux, qu'a été reconnue une inaptitude professionnelle. Donc, c'est vraiment le travail qui a eu un impact sur ce qui s'est passé. Donc pareil, là, ça a été un soulagement. Je me suis dit quand même, la situation est prise en compte. J'ai pu échanger avec les services de l'assurance maladie qui ont été pareil, très compréhensifs et qui ont justement mis en place cette reconnaissance, donc en accident de travail, puis inaptitude professionnelle. Donc j'ai continué, après j'ai trouvé un autre travail, toujours dans le médico-social, mais sur un autre service. Où là, j'ai vu ça comme une opportunité. Aujourd'hui, je dois construire mon service, donc avec mes règles. Nickel, voilà. Avec tes valeurs. Exactement. Okay. Donc, alors forcément, ça prend du temps, parce qu'il faut attendre l'agrément, etc. Mais pour moi, c'est comme une belle revanche de me dire, on m'a toujours dit que je ne pouvais pas travailler avec les autres, que j'étais trop rapide. Et au final, on m'a proposé le poste qui me permet de créer et de construire quelque chose dans une structure, mais quand même avec moi au final. Ouais. Ça me parle totalement. Parce que, par exemple, là où je travaille, moi, actuellement, ça va faire, je pense, 4 ans que j'y suis. Et avant ça, là où j'étais, c'était vraiment très compliqué. Très compliqué. Je me suis dit, j'avais fait quand même 1 an, mais c'était vraiment très compliqué. Et je me suis dit, mais vraiment, Aureline, tu vas pas faire toute ta vie dans cette agence là où tu es. Et je me suis beaucoup remise en question. Je me suis dit, est-ce que le problème, c'est moi? Donc vraiment, là, ton histoire me parle de la survie à la vie. Donc je ne suis pas arrivée au point là où toi, tu es arrivée, mais ça me parle vraiment. Et justement, je me remettais en question. Je me suis dit, mais Aureline, mais tu ne vas pas faire toute ta vie là-bas. Est-ce que c'est moi le problème? Donc moi, je suis vraiment dans le milieu en fait, de la communication, pour te mettre un petit peu dans le contexte.
Et du coup, j'avais pris en fait, mon courage à deux mains. Je me suis dit, en fait, non, c'est bon. Là, stop, je vais partir. J'ai demandé une rupture conventionnelle. Et là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment, en fait, je pense, une réponse à ce que j'avais attendu. Parce que justement, donc il y a des perspectives justement d'évolution. Tu peux venir avec tes idées. C'est pas fermé. Et je me dis, ben, en fait... comme toi, en fait, je peux venir avec je suis venue avec mes valeurs, quoi. Donc, je viens avec mes idées et ça me parle vraiment ce que tu dis. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir, en fait, des associations, des entreprises, en tout cas des milieux de secteurs professionnels comme le tien ou le mien, qui, justement, donnent la parole aux collaborateurs, aux personnes qui y travaillent, quoi. C'est vraiment très, très important. Et donc, ouais, ça me parle vraiment. Donc voilà, c'était un petit message que je voulais faire passer. Ok, et du coup, quelle est toi ta mission, ta vision, pardon, excuse-moi, aujourd'hui? Donc vraiment ta vision pour les prochaines années et surtout ce que tu aimerais dire justement à ta fille de 4 ans et demi aujourd'hui. Alors, au niveau de ma vision, je continue à écrire sur différents thèmes. Mais pour moi, le but, c'est vraiment de créer de la compréhension. Je pense que le monde va mal parce qu'on ne se comprend pas. Et on le voit dans nos relations personnelles, juste avoir nos amitiés, nos relations amoureuses, etc. Souvent, le plus gros conflit, c'est la compréhension. On est dans l'accusation et on oublie qu'en fait, on n'est pas des ennemis, mais des alliés. Donc ça, c'est important pour moi de le montrer. De voir aussi, de montrer qu'avec une histoire difficile, on peut s'en sortir. Et là, pour moi, c'est important de là où je viens. Que les violences n'amènent pas forcément du négatif, qu'on ne va pas tous finir au tribunal en se disant cette personne, elle est coupable parce qu'elle a eu une enfance difficile. Non, en fait, l'enfance, elle peut justifier beaucoup de choses, mais on peut aussi s'en sortir. Donc ça, c'est un message que j'aimerais faire passer. À côté, moi, c'est de continuer toujours à être là pour les autres, mais sans m'oublier, cette fois-ci, voilà, de doser un petit peu. Et à ma fille de 4 ans, d'ailleurs, je lui ai écrit un petit texte dans le livre, qu'elle lira peut-être un jour ou pas. Mais c'est vraiment de ne pas s'éteindre. Je veux juste lui apprendre à marcher avec les autres, en fait. De toujours penser collectif. Alors, de penser à elle, c'est important. Mais de se dire qu'il y a du monde à côté, qu'on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, qu'on n'a pas tous, on ne commence pas du même endroit et qu'il faut toujours garder cet œil-là. Et de faire au mieux pour vivre en communauté et de jamais s'éteindre, de garder sa sensibilité parce qu'elle est très sensible. Les chiens ne font pas les chats. Comme ça, maman. C'est ça. Et voilà, d'aller vraiment là où elle veut et je veux lui montrer. Moi, j'avais pas de rêve en fait quand j'étais petite. Mon rêve, c'était juste de partir de là où j'étais. J'ai envie de lui montrer qu'en fait, elle a tellement de possibilités, que rien peut l'arrêter et qu'il faut qu'elle croie en elle. Et en fait, elle peut même changer de parcours ou autre. J'ai pas d'attente sur elle. Moi, je veux juste qu'elle soit heureuse, qu'elle vive et qu'elle fasse pas de mal autour d'elle. C'est important. Ça, voilà. C'est très bien parce que je sais que moi, par exemple, souvent, quand on est... Moi, j'avais un rêve, c'était d'être journaliste. Bon, voilà. Et je sais que souvent, nos parents veulent nous diriger vers un idéal, vers un métier. Et là, toi, tu dis vraiment le contraire. Tu dis à ta fille... ou même aux personnes qui vont nous écouter, si vous avez envie de faire ça, faites-le en fait. Je pense que toi comme moi, on sait qu'on n'a qu'une vie, donc vraiment, c'est épanouissez-vous dans ce que vous faites, surtout le regard des autres, fermez les yeux, bouchez-vous les oreilles, ça n'a aucun impact en fait sur notre vie, il ne faut pas que ça ait un impact en fait sur nos vies, et je trouve ça vraiment très intéressant parce qu'on se limite parfois à faire des choses alors que non. En fait, c'est surtout que quand on prend le principe de ma vie, j'ai coché un peu toutes les cases. J'ai fait des études, j'avais un boulot de cadre assez tôt. Et c'était censé être le bonheur, m'apporter le bonheur de, je suis reconnue dans la société. C'est ce qu'on nous vend, même sur les bancs de l'école. Travaillez, prenez un bon métier, faites vos 35 heures, mais... C'est ça, et en fait, pas du tout. Je me suis jamais retrouvée autant que quand je n'étais plus rien, invisible pour la société, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. J'étais tout, j'étais reconnue par mon équipe au travail, socialement bien, et puis du jour au lendemain, plus rien.
effacée vraiment parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais mine de rien, l'association a demandé à tout le monde de pas me contacter. Enfin, vraiment, ça a été une mise à l'écart qui a été difficile à vivre. Ok. Et pourtant, c'est quand il y avait plus personne que je me suis retrouvée et que j'ai découvert qu'on pouvait marcher, juste prendre du plaisir à marcher, prendre le temps, boire un chocolat, un thé. Et ça, en fait, c'était le bonheur. C'était pas tout ce qu'on m'avait vendu, de réussir, d'avoir un travail, d'avoir la situation, d'avoir un chien, etc. Mais en fait, non, c'était pas ça le bonheur, quoi. C'était vraiment d'aller là où moi je voulais et toujours d'être avec mes valeurs. Et ça, en fait, aujourd'hui, ça m'apporte du bonheur pour le coup. Bah, ça a été un mal pour un bien finalement, parce que ça t'a permis de faire une petite retraite C'est ça. pour toi-même. Donc du coup, mais bon, effectivement. Mais c'est vraiment touchant. En fait, ce sujet-là, il est vraiment touchant. Et comme je l'ai dit justement dans l'introduction, il va vraiment en profondeur. Et justement, est-ce que toi, tu dirais que sans ces épreuves, sans cette période, tu n'aurais pas été justement la Cassandra d'aujourd'hui? Ah, mais tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de cadeau, justement. En fait, il y a aussi le côté où on va me dire « Oh, ma pauvre, t'as vécu tout ça ». Mais non, déjà, j'étais responsable de ce que j'ai vécu. Alors, je sais que ça peut paraître très difficile quand on vit cette situation. En fait, j'étais responsable, j'ai laissé faire pendant des mois. Ouais. J'ai été prise par mes peurs de est-ce que je vais réussir à trouver un autre travail, est-ce que je suis assez intelligente, est-ce que je suis pas trop jeune pour retrouver une place ailleurs. En fait, je me suis laissée absorber par tellement de peurs et au final, j'ai accepté des choses que je n'aurais pas dû accepter, donc j'étais responsable. Donc j'ai pris conscience de cette responsabilité et je me suis dit, mais en fait, c'est pas une épreuve qui va m'envoyer au trou, non, ça va être une épreuve, ça va devenir un cadeau. Et je vais en faire quelque chose et maintenant, je vais arrêter de vouloir aller dans des lieux qui ne veulent pas de différence, qui ne veulent pas de personnes qui pensent peut-être trop vite ou différemment. Je vais aller là où on veut de moi. Et peu importe si ça prend du temps, s'il faut que je monte quelque chose, je le ferai. Mais en tout cas, il y a de la place pour moi sur cette terre, quoi. Donc, ce que tu nous dis, c'est que les épreuves sont importantes dans la vie. Oui. Il faut passer par les épreuves. Et effectivement, tu vas avoir un impact justement sur cette vie. Et effectivement, donc, les épreuves sont importantes. Souvent, on a envie de les mettre de côté. On ne comprend pas pourquoi elles arrivent dans notre vie. Et ces épreuves-là, elles doivent arriver. Elles ont toutes leur place. Elles ont... Comment dire ça? Elles ont toutes leur place en fait dans la vie de chacun. Et je pense que faut pas les mettre à l'écart, faut pas les mettre derrière nous, mais il faut les mettre à côté de nous et aller avec. Et justement, tu le montres très bien. Et c'est ce qui nous permet justement aujourd'hui de pouvoir grandir, de pouvoir aller de l'avant, tout en se disant ah ben moi je suis passée par là, mais aujourd'hui je suis la Cassandra d'aujourd'hui, je suis la Cassandra de demain, du futur. Enfin voilà quoi. Oui, je dirais. Alors qu'il y a des épreuves qui sont très difficiles, vraiment, il y a des choses où on se dit on va pas pouvoir les affronter ou autre. Et en fait, il faut prendre le temps, je pense, de digérer, c'est important. Aujourd'hui, on nous pousse constamment à aller bien tout de suite. Non, en fait, il faut prendre quand même le temps pour soi, le temps de se remettre, le temps de comprendre derrière ce qu'il y a, mais de se dire qu'est-ce que je vais en faire. Enfin voilà, pour moi, c'est là le plus important, de se dire ok, il m'est arrivé ça, c'est difficile, et de se dire comment je peux vivre maintenant avec ça. Parce qu'en fait, tout le monde mérite de vivre. Personne ne devrait avoir à malheureusement arriver sur une situation où des fois ça se termine en suicide ou autre. Vraiment de se dire, je suis là, c'est difficile, mais je vais en faire quelque chose et je vais prendre le temps. Et un autre message pour moi qui est super important, c'est qu'il faut se faire entourer. Il ne faut pas rester seul. Et si ce n'est pas l'entourage proche qui va être bienveillant, il faut aller à l'extérieur, il faut rencontrer des gens. Il existe plein de choses, il y aura forcément une écoute à un endroit et ces gens-là, justement, vont permettre aussi d'avancer. Ok. Écoute, Cassandra, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses, en tout cas, un dernier mot peut-être que tu aimerais partager? Comme ça, je sais pas. En tout cas, tu as déjà tout dit. Mais voilà, en tout cas, c'est de la survie à la vie. Il y a un moment où tenir ne suffit plus. Il faut apprendre à exister. Et là, aujourd'hui, je pense que tu existes. Je pense que tu es passé du passage où j'apprends. Je ne sais pas si tu y es encore, en tout cas, mais tu existes. Et tu es sorti de ce trou qui a été assez sombre pour toi.
Et là, aujourd'hui, tu vis, ça se voit, en tout cas, tu es souriante. Donc, c'était de la survie à la vie. Merci en tout cas, Cassandra, pour ce moment d'échange. Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à partager, liker, nous donner vos commentaires. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.